J'ai fait un DEA de droit privé et à la sortie de ce DEA de droit privé, j'ai eu, euh, j'ai eu une allocation de recherche et un monitorat. Et donc, j'ai mené une thèse sous la double direction de Christian Attias et d'Emmanuel Putman sur la thématique contrat et droits fondamentaux. Et une thèse qui a été publiée à la LJDJ dans la collection Bibliothèque de droit privé. Et après, j'ai enchaîné, j'ai intégré l'université et parallèlement, en fait, j'ai développé des fonctions de conseil. Et puis, j'ai été casté par finalement une personne qui était là et qui cherchait des potentiels juristes pour intégrer l'Union cycliste internationale. On m'a demandé de joindre mon CV, j'ai répondu à des questionnaires. Je suis allé à Aigle en Suisse et donc j'ai intégré l'Union cycliste internationale en qualité d'arbitre. Il faut savoir que c'est une fonction très prenante et j'ai deux mandats depuis lors. Et puis parallèlement, j'ai intégré la Fédération équestre de Monaco et je donne des conseils en tant qu'arbitre aussi pour la Fédération internationale d'équitation. Donc c'est très spécialisé en droit du sport, mais à l'origine, je n'ai pas du tout un cursus droit du sport. Puis le cursus professionnel est allé en avant. Et là, j'ai intégré le cabinet Zavaldano Avocat, qui est un cabinet sur Monaco de droit des affaires principalement, mais pas que. Et à cette occasion, j'ai pris la fonction de directeur scientifique et de off counsel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une thématique un peu complexe au cabinet, on me demande un éclairage. Alors ça peut être en droit pénal, ça peut être en droit des affaires, tout particulièrement en droit des sociétés, ou lors d'une succession internationale, ou lors d'un divorce qui présente un élément d'extranéité, on me demande de solutionner tel ou tel aspect lié au problème. Voilà, et depuis septembre, j'ai été nommé en fait à la National Arbitration and Mediation de New York, qui est une instance finalement qui chapeaute beaucoup d'arbitres internationaux. Elle est établie à New York. Et à cette occasion, en fait, j'ai intégré deux chambres. La première chambre, c'est la chambre pour les litiges maritimes internationaux, c'est-à-dire que pour tous les litiges qui concernent aussi bien les voiliers, les passeports, les bateaux de plaisance ou les gros navires, tous les litiges généralement sont traités par cette antichambre avant d'avoir un traitement plus contentieux si on n'arrive pas à avoir une solution. Voilà, donc c'est les litiges maritimes et c'est les litiges du travail dans le cadre des contrats de transport internationaux, qu'il s'agisse de jets, d'avions privés, ou, etc., etc. Donc, c'est des fonctions arbitrales qui sont très intéressantes. Et à l'origine, je n'avais pas du tout une spécialisation dans le domaine de l'arbitrage, encore moins en droit maritime, et bien évidemment pas en droit du sport. Mais par exemple, à l'UCI, ça fait maintenant 9 ans que j'y suis. Et ça se passe très, très bien. Et pour l'anecdote, en fait, la première affaire que j'ai eue à traiter, puisque quand on est nommé à l'UCI, on est soit dans la commission disciplinaire, soit dans le collège arbitral. Moi, je suis dans les deux. Et le premier litige disciplinaire que j'ai eu, c'était, je devais instruire dans l'affaire de Lance Armstrong quand il a dû perdre, vous savez, toutes ces médailles, tous ces titres, ces médailles, tous ces titres avec l'US Postal et les affaires de dopage, notamment pour le Tour de France, mais pas que. Donc, j'ai dû instruire. Voilà, comment me présenter d'un point de vue professionnel. Et donc, parallèlement, je fais des enseignements. D'ailleurs, je vois Solène. Solène, ça me dit quelque chose. J'ai dû peut-être vous avoir en cours, non? Il me semble. Oui, 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 en L1 et en L2. Voilà, de mémoire, je En me intro au droit rappelle. des affaires. Et, ouais. Voilà. Et donc, généralement, je fais un cours en L2. Maintenant, je commence dès la L1. La L1, je fais les fondamentaux du contentieux. C'est les gros amphis d'Aix, c'est la L2 division A. La L1 division A, je fais un L2 toujours l'intro au droit des affaires. Ça ne me rajeunit pas, mais bon, vous n'êtes pas si âgé, je pense, Solène, donc ça va. Je ne suis pas trop vieux, je pense. Et puis, donc, j'enseigne surtout à l'IEJ. Je fais les cours de notes de synthèse, droit des obligations. Je préside le jury du CRFPA depuis maintenant à peu près 12 ans. Et j'ai été 5 ans président du jury du CAPA à l'École des avocats du Sud-Est. Et vous savez qu'au bout de 5 ans, en fait, on doit se retirer pour pouvoir revenir après présider le jury. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question qui m'est posée, la première par Inès. Je me permets, excusez-moi, mais de vous appeler par vos prénoms parce que c'est peut-être plus convivial et n'hésitez pas à m'appeler Lucien. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Le respect, c'est pas seulement qu'un formalisme pur. D'accord? Voilà. Alors, je vois Inès qui me pose une question. Alors, je n'ai pas mes lunettes. Mais bonjour, Monsieur Morin. Pourriez-vous préciser pour la recherche comment cela se passe? Peut-on concilier un emploi en parallèle
vers quelle structure se diriger et s'il est préférable de postuler à une offre de thèse ou au contraire de proposer un sujet. Alors, soit vous arrivez à obtenir un financement via l'université, et dans ces cas-là, les thèses sont très souvent choisies dans des domaines particuliers, donc il faut s'intéresser au centre pour savoir quels sont les domaines de recherche qui sont privilégiés. Soit vous pouvez très bien la mener de front par vous-même et essayer d'avoir, dans ces cas-là, un financement autre si vous ne pouvez pas vous financer, ce qui est très souvent le cas. Et dans cette hypothèse, vous avez deux types de financement. Soit le financement est complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à votre sujet de thèse, et dans ces cas-là, il faut trouver un moyen d'obtenir un financement pour assurer ces subsides. Alors, il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui recherchent, et, notamment à Paris, mais il y a beaucoup de structures, des administrations. Soit vous arrivez à obtenir un financement en lien avec votre thèse. Et dans ces cas-là, je pense tout particulièrement au financement CIFRE. Et là, vous êtes à cheval entre l'entreprise et la thèse. Vous avez une rémunération qui est assurée généralement pour 3 ans. Et donc, c'est assez sécuritaire. Seulement, l'inconvénient, pour vous répondre, Inès, c'est le choix du sujet, qui peut être finalement, la liberté de choix du sujet peut être un peu plus restreinte que l'idée de présenter un sujet que vous aurez réfléchi, auquel vous aurez réfléchi par rapport à l'actualité ou par rapport à vos centres d'intérêt personnel. Donc, c'est un équilibre à trouver. Vous êtes en quelle année, Inès, pour répondre précisément à votre question? Oui, bonjour, je vais répondre Oui, par bonjour, vocal, ce Inès. sera plus simple, je pense. Mais c'est plus facile, oui, c'est plus facile Oui. peut-être. Du coup, moi, j'ai eu mon master 2 l'année passée et là, je suis en préparation du CRFPA, mais D'accord. À j'hésite quel encore avec endroit? la recherche. Vous êtes où? Je suis à l'IEJ de Lille D'accord, Lille. Et vous avez fait un Master 2 dans quel champ, en dans quel droit domaine? public des affaires. Droit public des affaires. C'est un domaine très porteur, le droit public des affaires. Ouais. Un domaine très porteur où beaucoup de cabinets d'avocats proposent des sujets de thèse, notamment les grosses structures, des sujets de thèse financés. D'accord, parce Donc, que je ne savais pas du tout qu'il y ouais, avait des cabinets d'avocats qui proposaient ça. oui, bien sûr. En fait, ça se rapproche un petit peu de l'alternance. Donc, D'accord. Et et il faut des voir sur cabinets leur d'avocats. site, en fait, c'est ça? Sur leur site. Généralement, c'est sur leur site. Ouais, c'est sur leur site. Alors, c'est des structures généralement anglo-saxonnes ou des très gros cabinets d'avocats. Je crois que Brodin-Pratt l'a fait à un moment de mémoire, mais je ne suis pas sûr, c'est à vérifier. Mais aussi, vous pouvez y aller au culot de manière spontanée. Ce qui marche très très bien, c'est la démarche spontanée. Pour vous donner un exemple dans le champ de l'e-profiler, récemment, il y a eu 3 personnes qui ont obtenu une alternance. Bon, ce n'est pas un financement de thèse, mais qui ont obtenu une alternance par une démarche finalement un peu culottée. C'est-à-dire, on se déplace, on cherche à obtenir un rendez-vous avec la personne, avec celui qui a investi du pouvoir de nous recruter. Et donc, ce n'est pas du sitting, mais on force un peu les choses. Et notamment au sein du service immobilier d'LVMH, une personne a pu obtenir une alternance en faisant un sitting, mais en s'y prenant à plusieurs reprises. Donc, D'accord. c'est comme ça aussi que ça marche. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je ne savais pas du tout, qu'il y avait cette possibilité-là, en fait. En fait, à mon sens, donc, il y a les thèses fléchées, en fait, les conventions CIFRE ou les thèses de centre, où vous allez pouvoir postuler. Parfois, il y a des sujets de thèse qui sont ouverts, notamment quand l'université est affiliée avec, je ne sais pas moi, le CNRS ou d'autres structures dans des domaines bien spécialisés en droit de l'environnement, par exemple. Il risque de ne pas y avoir beaucoup de candidats, et puis certains ne se sentent pas le potentiel véritable de mener une thèse, en tout cas une recherche dans ces sujets-là. Et donc, ça reste assez ouvert. Parce qu'il faut D'accord. reconnaître que bien souvent, quand les centres de recherche, en tout cas, prévoient des sujets de thèse, ils vont avoir tendance à privilégier, même s'ils ne le disent pas, à privilégier les candidats locaux. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Alors là, je me suis présenté, je ne sais pas comment on enchaîne. Alors, justement, il y a une nouvelle question. Nadine qui vous demande, donc pour rebondir sur Low Profiler, est-ce qu'il est possible de trouver un stage en L3? Et elle vous demande ça parce qu'elle constate que les offres concernent en général plutôt les étudiants en master. Oui, alors pour répondre à Nadine, récemment, il y a eu des offres en L2 qui ont été mises sur le groupe. Alors il faut savoir que moi, généralement, je mets les offres qu'on me transmet. Ce qui ne veut pas dire que j'ai toutes les offres qui sont sur le site, sur le groupe Le Profiler, mais vous pouvez très bien. Alors là, vous pouvez un peu forcer la chose en utilisant les supports Le Profiler qui vous sont totalement ouverts,
en diffusant votre CV et en précisant votre recherche. Il est arrivé que la situation se débloque, y compris pour des étudiants en L3. En L2, c'est plus difficile, et en L1, malheureusement, les tâches risquent d'être un peu réduites. Mais il est arrivé que des étudiants de L3, un en L3, mais aussi en M1, qui n'avaient aucune idée, ont trouvé des stages sur le site en ayant diffusé leur CV et leur recherche. Alors l'idée, c'est d'avoir une présentation un peu dynamique, avec la localisation, ce que vous recherchez, votre domaine de compétences. Et voilà, donc il y a des candidatures spontanées, et je sais que les cabinets d'avocats sont très friands de cette réserve de CV. Et il faut savoir, comme le dit Solène d'ailleurs, et il faut savoir qu'avec le site Internet qui va sortir, là encore, le site Internet aura un coût, des coûts incompressibles notamment, et la majorité des coûts, en tout cas, sera assurée du point de vue des recrutements des juristes et par les recruteurs. Pour les étudiants et pour les candidats, notamment pour la recherche de stage ou d'alternance, ce sera toujours gratuit, sauf si vous voulez payer une option, l'équivalent d'un paquet de cigarettes, mais ce n'est pas obligé pour vous mettre en avant. Mais il y aura un CV et il y aura la possibilité d'avoir un CV qui sera structuré complètement par le site. Et vous verrez, il est très fonctionnel et ça viendra se coupler à la démarche au profiler pour essayer de trouver des stages, en tout cas des opportunités de stage, d'alternance, de CDD ou de CDI pour le plus grand nombre. Je ne dis pas pour tous, je dis pour le plus grand nombre. L'idéal, ce serait pour tous. D'accord ? C'est en cours en tout cas. Le site arrive très bientôt. Merci beaucoup pour votre réponse. Ce que je vous propose, c'est peut-être de parler un peu de votre quotidien, par exemple en tant qu'arbitre, Oui, concrètement, une journée type, par exemple. Alors, en fait, c'est par session. C'est par session. Je croyais que ma journée type, je me lève, etc. Je croyais que c'était moi qui devais vous parler de ma journée type. Non. Non. Vous Non, en pouvez, fait, mais... moi, ce qui se passe pour l'arbitrage, pour les fonctions arbitrales, c'est par session. C'est-à-dire que généralement, les sessions sont regroupées dans l'année. Pour l'UCI, il y en a 2, 3 par an. Et donc, je peux être nommé soit dans la commission disciplinaire, ce que je vous expliquais tout à l'heure, soit dans le collège arbitral. Pour faire très simple, la commission disciplinaire, c'est toutes les violations déontologiques, tous les problèmes de dopage, etc. Et le collège arbitral, ce sont les contentieux plus pécuniaires. Il y a 2 types de contentieux. Et donc, tous les cyclistes du monde entier rattachés à une fédération sont, de fait, adhérents à l'UCI et aux règles posées par l'UCI. Donc, soit il y a un litige disciplinaire, soit il y a un litige lié à la violation des contrats, qui les lie avec des sponsors, ou des contrats, des gains, en fait, tout ce qui est pécuniaire. Donc, dès qu'un cycliste ou dès qu'un adhérent de l'UCI a un problème, il en réfère à la structure de l'UCI qui va déterminer l'arbitre. Il y aura un arbitre qui sera en charge d'instruire l'affaire, et après, il y a un ou plusieurs arbitres qui seront en charge de se prononcer. Ça arrive rarement, si vous voulez, jusqu'à la phase de sentence. On arrive bien souvent, parfois, à trouver une solution, mais si on est dans l'instance finalement d'instruction, on doit recevoir les plaintes, les éléments, respecter les principes procéduraux, et donc faire état, instruire un petit peu comme au sens de l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire instruire à charge et à décharge, pour voir si la requête qui nous est soumise déjà est fondée et commencer à dresser un bilan. Dresser un bilan dont on fera état lors de l'instance qui interviendra généralement sous 6 mois pour se prononcer sur l'affaire. Donc, c'est par session. J'allais dire, il y a une session de printemps et une session d'automne. Mais il peut arriver qu'il y ait d'autres affaires entre. Pour la fédération équestre, c'est différent. La fédération équestre, ça suit les calendriers des compétitions sportives, et notamment le Longines Global Champions Tour. Et là, à cette occasion, il peut se poser des problèmes, toujours pareil, par rapport aux fournisseurs, par rapport à la violation des règles déontologiques, par rapport au passeport des chevaux. Donc, il peut y avoir des tas de problématiques. Et il y a un traitement qui opère selon le même process. Ce n'est pas une journée type, c'est une session type. Il
pour reprendre un peu votre formulation. Vous voyez? Ouais, il n'y a pas vraiment de journée potentiellement qui se ressemble, c'est plutôt par session, du coup, comme vous le dites. C'est plus des sessions qui vont être similaires sur ce qui va se passer plutôt que des journées entre elles, quoi. C'est des calendriers comme des semestres Voilà, ouais. universitaires un petit peu. Voilà. On pourrait le comparer au partiel, à la période des partiels. Voilà, ouais. C'est là, voilà. Même si Très c'est bien. assez douloureux pour les étudiants d'entendre période des Ouais, les partiels. partiels, je Voilà. pense qu'on est tous un peu traumatisés par le premier semestre. Euh, est-ce que vous savez si on peut retrouver ce fonctionnement-là au sein de l'athlétisme? Bien sûr, en principe, au sein de toutes les organisations sportives, il y a maintenant des instances arbitrales. C'est vrai pour le foot, c'est vrai pour le rugby, pour le tennis, et c'est vrai en matière d'athlétisme aussi. Alors, les modes de nomination et les modes de recrutement, je ne les connais pas dans ce domaine. Oui, ça va être spécifique, j'imagine, effectivement, à chaque discipline ou à chaque fédération. Et on fait face en fait à des phénomènes d'autorégulation et de droit spontané. Ce sont des normes de droit souple. C'est-à-dire qu'on y adhère de manière volontaire. Et donc, c'est du droit spontané, du droit souple, de l'autorégulation, avec les risques que cela comporte aussi. Notamment à l'UCI, vous avez entendu parler, on a voulu peut-être faire de Lance Armstrong un cas d'école. Il y a parfois des affaires qui nous semblent étouffées, les moteurs, les systèmes autonomes qui permettent au vélo de continuer à tourner alors que le cycliste n'est plus dessus, vous voyez. Donc, effectivement, il y a parfois des brebis galeuses. Mais dites-vous, en fait, qu'en matière de dopage et puis en matière d'arbitrage sportif, pour ce qui est du dopage, par exemple, on applique ni plus ni moins que l'arrêt Mercier de 1936 de la Cour de cassation. L'arrêt Mercier nous dit qu'on doit des soins conformes aux données acquises de la science. Vous savez, c'est la distinction entre obligation de résultat et obligation de Ouais, moyens. tout à fait. On peut sentir qu'il y a le dopage, mais si on n'a pas moyen finalement de le déceler dans des formes qui respectent les principes procéduraux, on ne sera pas à même de le déceler. Ce qui est problématique, c'est lorsque la structure arbitrale veut, a posteriori, avec les connaissances qui sont intervenues depuis lors, se prononcer à nouveau sur une affaire. Là, c'est problématique. C'est finalement, vous êtes pris à un instant T et on doit appliquer les règles qui valent à ce moment-là. Et on ne doit pas essayer d'avoir une approche anachronique avec les connaissances ultérieures ou avec la maîtrise. Et dans le domaine scientifique, ça va beaucoup plus loin. Même si généralement les dopés, quand il y a des très gros intérêts pécuniaires derrière, et bien souvent, ils ont 2 trains d'avance. J'allais dire, pour l'UCI, 2 roues d'avance, vous voyez. Oui, Donc, oui. ils ont vraiment 2 roues d'avance. Oui, parce que, enfin, ils anticipent du coup les événements un petit peu par rapport à. Oui, oui, tout à fait. Mais ils anticipent l'évolution de la science, ils sont à la Ouais, c'est pointe du ça. dopage. Ouais. Ils sont Ouais, à ils la pointe savent du dopage. un peu qu'est-ce qu'il faut utiliser, pas utiliser, quel piège dans quel piège ne pas tomber, etc., quoi. Exactement, tout à fait. Ouais. Alors, Inès qui vous pose une question. Est-ce qu'il est compliqué à Oui. l'heure actuelle d'être maître de conférence car il me semble, enfin il me semble aussi pour le coup, qu'il y a de moins en moins de postes accessibles. Alors, est-ce qu'il est compliqué? Oui, en fait, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous engagez en thèse, vous pouvez avoir la volonté d'embrasser une carrière universitaire, mais c'est un parcours semé d'embûches et surtout matiné d'incertitudes. C'est très complexe. Il y a des sujets de thèse porteurs. Il faut de plus en plus être mobile, mais je ne dirais pas qu'il est fermé. C'était fermé à une époque, mais maintenant on s'aperçoit qu'il commence à y avoir des carences et il commence à y avoir de gros besoins. Simplement, je ne vous cache pas que ce n'est pas parce que vous faites une thèse, par exemple, à Aix-en-Provence, que vous êtes sûr d'être recruté à Aix-en-Provence. Il va y avoir de la mobilité et donc ça peut rejaillir aussi sur vos choix personnels. Je ne sais pas quels sont vos choix personnels, votre équilibre de vie, si vous considérez que et alors vous avez tout à fait le droit de considérer que votre équilibre de vie passe avant tout, ça va restreindre votre champ d'intervention territoriale. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir finalement commencer votre carrière assez loin, mais le retour n'est pas chose aisée. Le retour n'est pas chose aisée vers votre, j'allais dire, zone géographique privilégiée. Donc, il faut vraiment en avoir conscience. C'est-à-dire que c'est dur pour être recruté et puis c'est dur pour avoir un confort de vie par rapport à vos choix personnels. Mais sinon, je trouve qu'à l'heure actuelle, le marché a tendance plutôt à s'ouvrir. Il a été fermé malheureusement au moment où j'étais là et puis j'ai eu la chance d'avoir un poste. Mais je trouve que le marché s'ouvre parce qu'il y a de plus en plus de départs à la retraite. Il faut en avoir conscience. Et là, actuellement, il y a des postes
il n'y a pas beaucoup de postes qui s'ouvrent, mais il y en a quand même assez, il y en a pas mal. Et donc, je pense que vous êtes dans une bonne configuration, pas optimale, mais dans une bonne configuration. En tout cas, le climat n'est pas si défavorable. Alors après, je vois au niveau des questions. Ça nous permet de relativiser un peu peut-être pour ceux qui auraient ce projet-là, justement. Est-ce que Inès, ça vous a permis de relativiser? Bah oui, un peu. Après, je pense qu'être mobile, c'est nécessaire dans un peu tous les métiers, j'ai envie de dire. Exactement, voilà. Ben, c'était ce sur quoi je voulais rebondir. Vous avez raison, en fait, la mobilité, maintenant, elle est... Et puis, franchement, les moyens de locomotion sont assez développés pour pouvoir revenir vers vos centres d'intérêt premiers. Là où sont vos centres d'intérêt premiers. Donc, effectivement, vous avez une très bonne remarque, c'est-à-dire que la majorité des métiers, et notamment, il y a certains domaines en droit, je pense à la propriété intellectuelle, je pense à la propriété industrielle, ou d'autres branches, où malheureusement, c'est assez centralisé. C'est-à-dire où le marché est dynamique à Paris, et donc ça vous oblige, si vous n'êtes pas de Paris, forcément à vous rapprocher de la capitale pour exercer dans les domaines. Il y a d'autres spécialités qui souffrent moins finalement de cela. Je pense à notre animateur, finalement, le domaine des ressources humaines. Et en l'occurrence, le domaine des ressources humaines, on en a besoin, j'allais dire, sur tout le territoire et par-delà même la métropole. Donc, il y a beaucoup de demandes. Ce qui est très important, c'est de humer l'air du temps. Je vous dis de humer l'air du temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choix en tant qu'étudiant. Vous pouvez avoir des matières que vous appréciez, mais dites-vous toujours qu'en tant qu'étudiant, la matière, c'est le regard d'un professeur ou le regard de professeur par rapport à un domaine particulier, mais qu'après, c'est vous qui allez vous faire votre propre regard. Et ça, c'est assez important, parce qu'on peut avoir une très mauvaise expérience avec un enseignant et on peut se fermer toute opportunité dans ce domaine-là. Et donc ça, il faut vraiment prendre du recul et de vous dire que l'enseignant, au pire, vous allez le subir un semestre, voire 2 semestres, et que donc, si vous avez un attrait pour cette matière, ne la fermez pas complètement d'une porte. Fermez pas la porte parce que c'est dommage après. C'est dommage. Par exemple, moi, j'ai eu des enseignants en droit des affaires à mon époque que je n'aimais pas forcément. Et donc, je suis allé plutôt du côté du droit privé. Et je suis même allé embrasser les terres du droit public parce que j'ai choisi le droit d'urbanisme, j'ai choisi le droit administratif des biens, mais une matière que finalement, où j'avais aucun intérêt. Puis je suis revenu au droit privé pour finalement exercer principalement en droit des affaires et enseigner le droit des affaires, tout en ayant évité les matières ATD où il y avait le droit des affaires parce que j'avais eu de très mauvaises expériences. Je ne suis pas ici pour donner des noms. Et puis je pense que peut-être j'ai pu moi-même, malheureusement j'espère, dégoûter certains des matières que j'ai enseignées et je m'en excuse. Je fais un monde honorable. Mais c'est ce que je veux vous dire, c'est-à-dire que c'est très subjectif. Et ne vous fermez pas des portes parce que vous avez une inimitié particulière avec tel ou tel. C'est sûr. Ça, c'est très important. Ouais, c'est clairement. On est totalement d'accord. Puis du coup, on a les deux points de vue. On a le point de vue étudiant, et puis vous avez un point de vue en plus de maître de conf. Et c'est vrai que moi-même, en tant qu'étudiant, je me rends vraiment compte de ça. D'accord. Alors, je ne sais pas, parce que Solène, je m'en souviens, comment a été le ressenti par rapport à mon enseignement. C'est toujours bien d'avoir des feedbacks. Non, Ça va? il était très bien. Il était très, très bien. C'est le cours Bon, préféré de tous les élèves. Ça nous a bien aidé en commercial. Donc, bon, c'est gentil. c'est super. Super. Et vous êtes en quelle année alors? C'était en Master 1? Non, je suis en L3 là. Ah, d'accord. Ah, je croyais que vous étiez. Ah, c'était l'année dernière. D'accord. Ah oui, c'était l'an dernier. Ok. C'est ça. Super. D'accord. Parfait. Alors, pour passer sur peut-être une autre question, Oui. est-ce que il y a des masters selon vous qu'il faudrait privilégier en particulier? Alors, j'imagine que c'était pour faire une thèse, j'imagine. Alors, les masters en particulier qu'il faut privilégier. Non, franchement, il y a des sujets de thèse dans tous les domaines. Simplement, il y a peut-être des domaines et des cursus qui sont un peu privilégiés actuellement. Je pense à tout ce qui est les fonctions développées, toutes les nouvelles fonctions juridiques, notamment le legal manager, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Alors là, comme c'est un nouveau support, c'est un nouvel Eldorado, quoi. Ça fait longtemps que les nouvelles technologies sont un nouvel Eldorado, mais avec les startups, etc., se posent des problématiques. Et donc, notamment, par exemple, tout ce qui est la publicité des décisions de justice, l'accès aux décisions de justice, l'ubérisation du droit. Donc,
Et là, il y a vraiment, vraiment matière à réflexion. Il y a blockchain, par exemple, aussi. Je pense à la blockchain, aux crypto-monnaies, toutes ces nouvelles découvertes, en fait, qui permettent de mettre en avant un très vieil adage romain, le droit surgit des faits. Et donc, toutes les nouvelles pratiques qui naissent, au début, elles s'autorégulent et après, on cherche à les juguler avec la règle de droit. Et c'est là où, finalement, l'intelligence artificielle aussi. L'intelligence artificielle, donc il y a des travaux là-dessus, mais il y a encore matière à écrire. Des chemins, par exemple, la personnalité juridique des robots, et puis finalement, toutes les dérives anthropomorphiques nouvelles et les questions que ça pose. Donc, il y a quand même beaucoup d'aspects qui sont intéressants. Je dirais qu'il y a des secteurs qui sont effectivement bouchés pour certaines professions. J'entends, si vous voulez être avocat par exemple, de divorce, c'est un peu bouché, mais vous n'êtes généralement pas qu'avocat par exemple, dans votre divorce, mais tout ce qui est pénaliste aussi. Les très grands pénalistes, finalement, attirent la lumière sur eux, et puis le métier d'avocat pénaliste est un métier très difficile, qui est exigeant et en plus qui est assez difficile d'un point de vue pour assurer sa subsistance, tout simplement. Donc j'ai beaucoup finalement d'amis pénalistes qui parfois vivotent. Et ça, il faut en avoir conscience. Le métier d'avocat, c'est un métier difficile d'accès et c'est un métier très difficile d'un point de vue économique. Et c'est pour ça que c'est un véritable sacerdoce. C'est vrai que j'entendais souvent ça, enfin, même j'entends encore souvent, c'est vrai que le droit pénal, ça fait pas mal rêver les étudiants parce que Oui, c'est assez intriguant, etc. Puis c'est très intéressant. Enfin, personnellement, j'ai pas eu la chance d'avoir un cours de droit pénal, mais je sais que c'est matière parce que je me suis informé un peu là-dessus en dehors des cours. C'est vrai que c'est une matière qui est très intéressante, qui est très intrigante, mais c'est vrai qu'au final, qu'on regarde en termes je dirais, de contentieux, c'est pas forcément une matière qui va être extrêmement demandée aux avocats, en fait. C'est pas forcément une branche qui va être extrêmement représentée, quoi. exactement, exactement. Et donc, il faut faire attention à ça. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en droit pénal, hein. Vous Mm. pouvez très bien, finalement, aller, si le cœur vous en dit, allez-y. Je vous dis juste de faire attention. De toute façon, je ne suis pas là pour vous fermer des portes et pour vous dire qu'il y a des portes qui sont fermées, etc. Non, je suis moi, au contraire, euh, j'ai la volonté de laisser croire à chaque étudiant qu'il est possible de faire ce que l'on a envie de faire, au rythme que l'on veut. C'est pas parce que vous allez doubler une année que vous allez être un très mauvais avocat. C'est pas parce que vous allez doubler 3 ans, 3 années que vous allez être un très mauvais avocat. Je veux dire, Nicolas Sarkozy a mis du temps pour avoir sa maîtrise et on peut lui reconnaître quand même qu'il est un très bon avocat, en tout cas d'un point de vue de la renommée de son cabinet, il faut le reconnaître. D'accord. Et les exemples sont légion. C'est pas parce qu'on a une très bonne scolarité qu'on va être un très très bon avocat. Il y a des personnes qui ont une très bonne scolarité, mais qui sont de très bons avocats. Mais c'est pas parce qu'on a une très bonne scolarité qu'on va être un très bon avocat. Et c'est pas parce qu'on a une scolarité moyenne ou médiocre que finalement les études de droit, c'est pas pour nous. On peut aimer le droit et puis on peut y aller à son rythme. Attention, on peut avoir aussi des contraintes pécuniaires, des contraintes familiales, des contraintes qui nous sont propres. Et c'est pour ça que quand on analyse un dossier en Master 2 et quand on analyse un dossier en Master, et même à chaque fois que je corrige une copie de notes de synthèse ou de droit des obligations, je me dis qu'il y a quand même une carrière potentielle en jeu derrière. Je ne cherche pas à faire preuve d'angélisme, mais je me dis qu'il y a quand même une carrière, qu'il y a quand même une vie derrière et qu'il faut faire très attention. Donc ça, c'est un leitmotiv. Alors, je C'est sais vrai que pas c'est où... bien je trouve ça bien en tant qu'étudiant de voir un raisonnement comme ça, en fait, d'apprendre un raisonnement comme ça, parce que effectivement, c'est important. Et puis, c'est important, effectivement, de souligner, comme vous le disiez il y a quelques instants, qu'effectivement, les connaissances et les compétences qui vont être exigées dans les études, c'est pas forcément les mêmes que celles qui vont être attendues dans le monde professionnel, et notamment en tant qu'avocat. Et ça rejoint effectivement ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a des mauvais résultats, typiquement, Ah, qu'on sera un mauvais totalement. avocat, quoi. C'est Totalement. des Et moi, compétences différentes. j'ai de nombreux exemples de personnes avec des carrières brillantes, mais qui ont passablement raté leurs études et on en rit encore. On en rit des notes et des remarques, alors des remarques de chargés de TD qui disaient vous n'êtes pas fait pour le droit, allez faire ceci, allez faire cela, ou même d'enseignants qui disaient vous êtes bon pour être caissier, caissière. Alors je sais que ce métier-là
est vraiment honorifique. Mais à l'époque, nous-mêmes, on était sous le joug d'enseignants comme ça. Et moi, je me suis juré que si un jour j'arrivais à être enseignant, je n'adopterai jamais cette attitude aigrie. Et donc, il faut faire assez attention. Faire assez attention. Et dites-vous, voilà, que la parole de l'enseignant, c'est une parole, finalement, à un moment donné, dans votre schéma de vie. Mais celui qui reste maître de votre schéma de vie, c'est vous-même. C'est vous-même, ou maîtresse, maître et maîtresse. D'accord? Et c'est assez important d'avoir cela en considération. Ouais, c'est très, très, ouais, c'est très intéressant, je trouve, ce que vous dites. Merci. Je vais passer à une autre question qu'on a posée tout à l'heure, ça remonte un petit peu. Alors, plus sur l'arbitrage. Qu'est-ce que vous Oui, pensez des opinions qui disent que l'arbitrage est un domaine fermé? Alors, je ne sais pas, je pense que vous y avez en partie répondu tout à l'heure. oui, oui. Alors effectivement, c'est un domaine très fermé. Alors, j'allais dire le nec plus ultra de l'arbitrage, c'est celui qui existe en matière de Formule 1. Où là, c'est un domaine qui est ultra, ultra fermé. Vous comprenez bien, c'est vraiment la quintessence du domaine fermé de l'arbitrage. Mais c'est pour ça qu'il faut, à votre fonction, à votre niveau, vous créer un relationnel. Euh, J'allais dire c'est fermé, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est fermé. Prenez LinkedIn. Prenez LinkedIn, tapez arbitre dans le moteur de recherche en haut, vous sélectionnez par personne ou par domaine ou par poste. Et là, vous allez pouvoir vous mettre en contact avec des personnes qui sont arbitres. Et après, la qualité de vos posts, la qualité de vos publications, votre réflexion, dès que vous allez l'exposer, elle sera potentiellement soumise à des personnes qui ont autorité dans le domaine que vous cherchez. Et donc, qui pourront potentiellement vous ouvrir le champ de l'arbitrage. Donc, c'est assez important. C'est assez important de se dire que ces outils-là sont des chevaux de Troie pour embrasser les domaines et pour ouvrir les portes qui vous paraissent a priori fermées. Et ces outils-là n'existaient pas avant, donc c'est une chance que vous avez. C'est une véritable chance. Et ça rejoint ce que je vous explique. C'est-à-dire que ce que j'essaye de vous inculquer, c'est de vous dire que vous êtes les maîtres véritables de votre schéma de vie et de votre schéma professionnel. Donc, vous avez les moyens et ces réseaux sociaux sont un atout formidable pour véritablement vous créer votre réseau et vous faire valoir. Mais c'est à double tranchant parce que je vais vous donner un exemple. Dans le cadre du réseau Low Profiler, je suis en contact parfois avec des personnes que je ne connaissais pas forcément, mais qui sont très très haut placées dans l'échelle des ressources humaines ou dans des grosses structures ou des structures plus confidentielles. Et parfois, les commentaires faits sur un CV, des commentaires liés au physique, même si je les supprime, des commentaires, vous savez, par rapport au fait que tel ou tel stage ne sont pas rémunérés. Alors qu'il y a des étudiants qui cherchent un stage pas rémunéré de découverte. Donc, de découverte un mois, il n'est pas rémunéré. Effectivement, quand l'annonce est abusive, quand la structure est considérée comme abusive, qu'on a plusieurs retours, dans cette hypothèse-là, je fais en sorte de ne plus la mettre. Mais il faut me prévenir par un effet feedback. Il ne faut pas qu'une seule personne me prévienne, il faut qu'il y en ait plusieurs. Mais simplement, certains se permettent des jugements à l'emporte-pièce parfois, qui sont infondés. Et les recruteurs le voient. Donc, automatiquement, le candidat, quand il fait ça, en tout cas la personne, elle va être fichée. Et c'est ce que je vous dis. On a les moyens actuellement de se rapprocher des personnes de réseaux dits fermés. Mais en même temps, si par votre attitude, on en connaît trop de votre personnalité et que ça heurte ces mêmes personnes-là, vous fermez définitivement la porte. Donc, il faut faire très attention. Du bon usage des réseaux sociaux et notamment du bon usage de LinkedIn. C'est très important. Donc, j'allais dire, c'est pas aussi fermé qu'avant et c'est même entrouvert. Tous les milieux sont entrouverts. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Ça permet, comme leur nom l'indique, d'ailleurs, de créer un réseau, que ce soit un réseau professionnel, etc. Mais c'est toujours pareil, il y a des limites aussi. Il faut faire attention, effectivement, parce que les ouvertures ne sont pas toujours bonnes. Donc, exactement. Donc, il faut faire très attention. Et il faut se dire que le réseau social vous donne l'opportunité d'être une vitrine, d'afficher votre vitrine, vos publications, finalement votre analyse, même sociétale, sur tel ou tel aspect. Mais ça en dit long sur vous aussi. Et les recruteurs les utilisent. Le fisc aussi l'utilise. Le fisc, la douane a accès à ces données-là. Donc, mais les recruteurs également. OK? Il faut faire très attention. c'est sûr. Faire vraiment attention à ce qu'on partage, quoi.
plus Oui, et donc d'informations. même l'analyse que l'on peut avoir. Aussi, ouais. L'analyse que l'on peut avoir. C'est ouais. Vaste sujet que les limites des réseaux sociaux et comment les utiliser en fait. Et par exemple, pour revenir à l'arbitrage, à la question très pratique de Nadine, je ne sais pas si Nadine peut se connecter. Alors, pour revenir à la question, parce que ce qui est bien aussi, c'est à la limite que vous interveniez, pour voir si je Ouais, réponds assez à vos tout à questions, fait. etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, pour répondre à Nadine, l'arbitrage n'est pas un domaine aussi fermé parce que vous avez les moyens de vous rapprocher d'arbitres et vous avez les moyens finalement peut-être je pense à Emmanuel Gaillard, quand même, qui est une sommité. Il est sur LinkedIn, il est très accessible et toute son équipe est sur LinkedIn. Donc, en matière d'arbitrage, Emmanuel Gaillard, quand même, il a fait ses faits d'armes, vous voyez. Donc, il est très accessible, il est très disponible. C'est bien souvent les personnes les plus compétentes qui sont les plus humbles. Je vais vous donner une anecdote personnelle. Quand j'ai fait ma thèse, si vous me le permettez, si ça vous intéresse. Ah oui, bien sûr, oui, allez-y, au Parfait. contraire, hein. On est Bon. là pour ça, pour avoir des Ah, retours comme ça, c'est super. parfait. Alors en fait, quand j'ai fait ma thèse, on m'appelle, on me demande de transmettre rue Guyane-Meyer la thèse à Monsieur Badinter. Moi, je me disais, mais c'est quand même pas Robert Badinter. Et si, c'était Robert Badinter, qui avait ses bureaux à côté du Jardin du Luxembourg. Et donc, je transmets. Et il m'avait envoyé un très gentil message que j'ai d'ailleurs conservé dans mon appartement à Paris. Et que j'ai conservé, où il expliquait que j'avais ouvert des portes. Il ne pensait pas que les droits fondamentaux et le contrat privé pouvaient se rencontrer et que je l'avais fait avec intelligence et que c'était assez stimulant. Et il m'avait dit que voilà, c'était très personnel après. Et ce qu'il m'a expliqué, je l'ai toujours gardé et je me disais quand même, c'est Robert Badinter. Vous voyez? Donc en arbitrage, ce serait comme avoir une conversation avec Emmanuel Gaillard, qui, à mon sens, est actuellement un des meilleurs. Parce qu'il faut faire attention aussi à ceux qui se disent arbitres ou spécialistes, mais qui ne le sont pas. Donc aussi, il y a beaucoup de plumage et de ramage. Donc il faut faire très attention. Et ça, c'est par vous-même que vous pouvez le voir. Il y a ceux qui se disent, oui, je suis arbitre ou j'ai travaillé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et vous avez maintenant les moyens de vérifier. Et donc ça, c'est assez important. Ouais, c'est Parce vrai. que le monde des juristes était aussi un monde de mythomanes. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, je pense que c'est plus ou moins le cas dans tous les milieux, mais c'est vrai que le monde du droit peut-être, ouais, un peu plus, je sais pas. Particulièrement. Ouais, Particulièrement. Bon, c'est un peu de la plaisanterie, mais au moins vous avez toutes les armes à votre disposition pour vérifier et pour créer votre réseau. très bien, super, merci beaucoup. Pour rester sur la fonction d'arbitre, Oui, question qui nous avait été posée tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui nécessaire d'avoir un master en arbitrage pour être, entre guillemets, légitime d'exercer la fonction d'arbitre? non, non. Parce que j'estime que l'arbitrage, en fait, c'est assez connoté droit des affaires. Or, l'arbitrage, il touche à tous les domaines. J'allais dire, faire un master en arbitrage, oui, vous allez avoir les rudiments de l'arbitrage, mais les rudiments de l'arbitrage, vous les apprenez en procédure civile. Alors, il est bon, par exemple, de faire un master arbitrage si vous le souhaitez, mais je pense que, par exemple, pour être arbitre en droit du sport, un master en droit du sport apparaît comme plus légitime qu'un master en arbitrage. Idem en matière maritime. Vous voyez? À mon sens. À mon sens, c'est le domaine de l'arbitrage qui fait la légitimité. C'est le domaine de l'arbitrage que vous envisagez qui donne, en fait, qui aurait une légitimité dans la coloration de votre master, et pas l'inverse. Maintenant, master arbitrage, ils sont généralement très vastes. C'est comme si je vous disais, est-ce qu'il faut faire un master pénal pour être pénaliste spécialiste du droit pénal des mineurs? Oui, c'est bien, mais il faut aussi une spécialisation. Et, et donc, par exemple, le droit du sport est beaucoup plus légitime pour être arbitre en droit du sport qu'un master arbitrage. Ouais, c'est Et ce intéressant qui aussi. fait la légitimité de votre parcours, ce sont les stages aussi. Les stages. L'expérience professionnelle, même à votre niveau. Parce que les stages sont des expériences professionnelles. Et donc, vous devez avoir une forme de cohérence dans le choix de vos stages. Cohérence avec votre cursus. Et pas prendre le premier stage que vous allez trouver.
C'est vrai, après, c'est pas toujours facile de trouver des Et stages, je sais, et c'est pas toujours facile. C'est pour ça dans que l'idéal. dans l'idéal, exactement. Je voulais juste vous demander par rapport au stage, Oui, justement, vous avez Solène, dit qu'il y a oui. des personnes sur LinkedIn qui sont très accessibles. Est-ce que c'est une bonne chose de leur envoyer un message peut-être directement sur LinkedIn pour un stage ou il vaut mieux les contacter directement par courrier, par mail si on ne peut pas se présenter directement au cabinet? Alors, j'allais dire, c'est une question aussi d'âge, peut-être, d'âge de la personne que vous visez. Non, mais vous pouvez très bien faire les deux, à mon sens. Ça montre votre volonté. Et puis, si vous n'avez pas de retour, être déjà très, très respectueux dans le choix des messages. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il m'arrive, par exemple, de recevoir euh, en message indésirable sur Facebook des messages où on me tutoie, où on me dit tu vas bien, est-ce que tu peux me mettre mon CV? Ou là, pas plus tard que ce matin, j'ai une personne qui m'envoie un message qui me dit est-ce que tu peux me donner le numéro de téléphone de la personne chez Decathlon parce que je suis intéressé par le stage en droit des affaires à Lille. Tu peux me le passer, s'il te plaît. Donc, vous voyez, avec des fautes d'orthographe, etc. Non, il faut vous dire que quand vous vous adressez sur ces supports-là, vous devez le faire avec le même respect que vous pourriez le faire pour une lettre de motivation. Donc, c'est assez important. Et moi, je dirais, coupler la manœuvre. C'est-à-dire, vous allez le faire via ce canal sans revenir après vers la personne. C'est-à-dire, si elle ne vous répond pas ou si elle ne donne pas suite, vous pouvez le faire par écrit parce qu'elle peut être occupée et puis elle peut avoir autre chose à faire. Vous le faites par écrit. S'il n'y a pas de retour, ne pas insister. Mais à mon sens, l'envoi papier est pas mal, et même une lettre manuscrite. Parfois, c'est assez plaisant parce que ça nous permet d'avoir une... On ressent la personne aussi. Et ce qui est très important, c'est quand vous envoyez une lettre, évitez donc d'être trop obséquieux, véritablement d'être... montrer votre admiration totale, je ne sais pas, pour la personne, ou vous voyez pour sa structure, dans la structure pour laquelle elle travaille. Mais en même temps, vous devez toujours personnaliser la lettre de motivation. Il n'y a rien de plus mauvais, de plus négatif qu'une lettre de motivation dont on sait qu'elle a fait le tour de toutes vos candidatures, qu'elle a été le support de toutes vos candidatures. Je ne vous dis pas qu'il faut être complètement innovant ou innovante, mais je dis qu'il faut y avoir une part de personnalisation. Personnalisation par rapport à telle ou telle personne que vous visez, personnalisation par rapport à la structure, personnalisation en usant leur support Internet, de voir les affaires qu'ils ont pu gagner, de dire que c'est en corrélation avec la carrière que vous envisagez ou avec, en tout cas, celle que vous espérez. Vous voyez? Donc, il y a toujours moyen de personnaliser. C'est-à-dire que la base doit être la même, mais il doit y avoir un ou deux paragraphes qui montrent votre intérêt, votre attrait et un peu votre personnalité aussi. Ok, super, merci. J'ai De pris rien, note. Solène. De rien. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Encore une fois, comme toutes vos réponses. Une autre question. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans la fonction d'arbitre? Et à l'inverse, qu'est-ce que vous aimez le moins? Alors, ce que j'apprécie le plus, c'est l'idée de se dire que on peut éviter la justice étatique et on peut essayer finalement de permettre aux litigants, mais ce n'est pas des litigants, de permettre aux personnes qui ont un contentieux, un conflit, de trouver une voie d'apaisement. Et c'est un peu comme pratiquer la palabre, vous savez, dans les tribus africaines, j'aime beaucoup ça. On s'assoit autour du feu, sous le baobab, et on discute, généralement avec le chef du village, pour trouver une solution. Parfois, c'est une tête d'épingle qui va prendre un très très gros volume. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a des ressentis, notamment parce que l'arbitre, pas parce que l'entraîneur il y a des ressentis depuis 5 ans, il nous a toujours mis dans le peloton, dans un positionnement qu'on n'aimait pas. Et donc, on a l'impression finalement que toute notre vie et tout ce que l'on n'a pas pu faire, on le lui doit. Et donc, un problème va être la porte finalement pour jeter son sac. Et il y a beaucoup de ressentis parfois. Parfois, c'est seulement du relationnel. Et on s'aperçoit que le problème pécuniaire, même s'il est important, n'est pas si important. Il fallait qu'ils ouvrent leur sac, il fallait qu'ils disent ce qu'ils aient à dire, de manière après à faire tomber le soufflet. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est important. Et cet aspect-là, on ne l'a pas forcément devant le juge étatique. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est notamment lorsque
des coureurs cyclistes, et je ne vais pas donner de nom, même si j'ai fait référence à une affaire, vous apprennent et nourrissent votre vocabulaire de juron en anglais ou en américain, parce qu'ils considèrent que vous n'êtes pas légitime ou que vous n'avez aucune voix au chapitre parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et donc, ils se permettent des familiarités. Et donc, ça nourrit mon champ lexical de juron anglais, par exemple, de juron américain, mais ce n'est pas très bon. Et après, ils s'aperçoivent que ça peut être plus lourd de conséquences. Et là, généralement, ils font low profile. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question, j'essaie de regrouper un peu les questions par thème, du coup c'est pour ça que je saute certaines questions, ne vous inquiétez pas, je vais les poser. Est-ce que vous pensez que le droit des affaires est un domaine bouché en raison du fait que pas mal d'étudiants veulent en faire leur domaine de compétence? Oui, en fait, on l'a souvent présenté comme le domaine phare par excellence, et vous avez raison. La majorité des étudiants y va parce qu'on leur a dit que c'était un domaine très porteur. Alors, le droit des affaires en général est un domaine où il y a un très gros vivier et les besoins sont assez importants. Mais finalement, comme il y a beaucoup de très bons candidats, ça réduit les chances d'intégrer une structure, en tout cas la structure désirée, ou à tout le moins une structure qui vous permettra de vous épanouir dans ce champ-là. Et effectivement, c'est un secteur qui est actuellement bouché. Alors, il est bouché, je parle du droit des affaires en général, mais il y a des branches du droit des affaires en particulier qui ne sont pas bouchées. Et notamment, ce qui est très bien vu, c'est des cursus parallèles. Cursus avec une école de gestion ou avec une école de commerce. Notamment, là, il y a des ouvertures ou des spécialisations très recherchées. Par exemple, la propriété intellectuelle, j'y venais tout à l'heure, ou la propriété industrielle, sont des domaines très dynamiques dans le champ du droit des affaires. Le droit à la concurrence aussi, d'une certaine manière, très dynamique, parce qu'il y a des gros besoins. L'idée, c'est de vous dire de choisir un domaine où vous pouvez osciller entre plusieurs structures de recrutement. Des structures plus confidentielles comme des structures plus importantes. Vous voyez, c'est de se dire, est-ce que je vais attirer une catégorie de recruteurs ou plusieurs? Par exemple, le droit public des affaires pour Inès est un domaine très porteur puisqu'il y a des recruteurs, des cabinets notamment, qui vont avoir besoin de juristes spécialisés en droit public et en droit des affaires, d'autres en droit public des affaires, et donc il y a des recoupements. Et le droit public des affaires, c'est un palimpseste. Il y a du droit commercial, il y a du droit public, il y a du droit des marchés publics, il y a de tout. Il y a de la régulation, il y a de la concurrence, et donc vous avez énormément d'arcs, de flèches à votre arc, vous voyez? Énormément de cordes à votre arc. Je suis d'accord avec vous. Après, je Vous pense que voyez? c'est pareil, il faut être mobile aussi, parce que moi, la plupart des offres sont à Paris, en fait. Donc, de ce fait, Ah oui, avec vous le avez Covid, tout c'est un peu compliqué pour l'instant, mais oui, c'est vrai qu'il Mais y a beaucoup. vous êtes lilloise de mémoire. À Lille, quand même, Je il y a une suis bonne pas de dynamique. Calais, en fait, moi. Ah, pas de Calais, d'accord. Ouais. Vous allez être confiné ce week-end, mais Voilà. outre, outre le confinement, il y a quand même une bonne dynamique en droit public des affaires. Moi, c'est Ouais. une matière que j'ai enseignée quand elle était encore une spécialité pour le CRFPA. J'étais tout jeune, je venais d'être recruté. Je n'avais jamais fait avant. Et j'ai souffert parce que c'est une matière très complète et très complexe, le droit public des affaires. Ouais, c'est vrai. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant et vraiment, je remercie les éditions Lamy pour leur Lamy droit public économique et pour les actualisations qu'il y avait, notamment les fascicules d'actualisation, sans lesquelles je n'aurais été que peu de choses. Très bien, merci beaucoup. Pour revenir sur une question que vous avez un petit peu abordée, justement à Oui, l'inverse, quels sont les secteurs les plus porteurs? Vous parliez notamment du droit de la propriété intellectuelle, par exemple. propriété intellectuelle, propriété industrielle, les brevets sont des secteurs très porteurs. Je sais qu'il va y avoir de très gros besoins aussi au niveau des institutions européennes pour les publicistes, parce qu'il nous dit depuis tout à l'heure, il ne parle que du droit privé, mais non, droit public des affaires, par exemple, le droit européen, les institutions. Alors là, il faut absolument que vous puissiez déjà, si possible, faire des stages au sein d'institutions et renforcer vos compétences en anglais avec des formations diplômantes, le TOEFL, etc., ou d'autres. Mais c'est très, très important.
Surtout quand maintenant on est dans un monde qui est de plus en plus ouvert, qui va de plus en plus vite. Bon, on parlait tout à l'heure de mobilité. Donc c'est vrai que maintenant ça devient presque indispensable en fait d'avoir, surtout effectivement si on veut travailler dans les institutions européennes, Ouais, d'avoir mais pas des notions, parce que ce qui est assez marrant, et donc on peut le voir notamment, par exemple, au cabinet, etc., des personnes qui se disent anglais, lu, parler, etc., en fait, il est ni lu ni parlé. Ouais, Et donc ça, vous pouvez être un très bon juriste, mais si vous pêchez là-dessus, ça peut poser problème. Donc il faut d'accord. avoir l'humilité, en tout cas l'honnêteté de faire état de votre niveau d'anglais et à la limite d'essayer de l'améliorer. Mais il y a une application justement qui est très bien, le nom m'échappe. Peut-être que quelqu'un va pouvoir m'aider. Je l'ai moi sur mon téléphone. Et vous pouvez choisir un enseignant en fonction du niveau et les tarifs sont pas. Je l'avais évoqué dans le groupe Low Profiler. Les tarifs sont vraiment pas chers. Et vous pouvez avoir des échanges avec des personnes dont c'est la langue maternelle ou qui vivent dans le pays. Et donc, je crois que parfois c'est 3 euros, 4 euros de l'heure et c'est très intéressant. Mais ça me dit quelque chose, mais ouais, j'ai pas le nom non plus. Ouais, je pourrais essayer de le retrouver. Je le mettrai d'ailleurs sur le profiler. Et donc, c'est vrai que c'est bien parce que parfois, finalement, en tant qu'étudiant, vous avez des ressources limitées. Et donc, ça peut être une alternative intéressante. Aussi, je pense que ce qui est important aussi, ce qui est de plus en plus demandé, c'est au-delà d'avoir effectivement une bonne maîtrise de l'anglais, c'est d'avoir aussi des connaissances spécifiques au niveau du langage technique, je veux dire, d'un métier, par exemple, ou d'une structure. Oui, oui, oui. Je Donc, pense que c'est de plus en plus exigé. exactement. Une très bonne astuce, et moi, j'ai vu récemment avec une amie qui était très moyenne en anglais, qui s'est améliorée vachement, c'était de regarder les séries en version originale et Ouais. après d'enlever les sous-titres, de prendre ce réflexe. Au début, vous laissez les sous-titres, après vous enlevez les sous-titres petit à petit et vous allez voir que vous allez enrichir votre vocabulaire. Mhm. Ouais. Oui, c'est assez souvent effectivement une technique. Moi, je sais qu'on m'a également pas mal, enfin, je trouve pas mal répandu quand même. Même depuis le lycée, où on me dit effectivement pour améliorer l'anglais et la compréhension notamment, c'est vraiment pas mal Voilà. de procéder comme ça. Voilà. Une question justement pour réagir à ce que vous venez de dire sur euh, justement faire des stages au sein des institutions. Est-ce que selon vous, c'est pas justement compliqué en fin de troisième année de licence d'effectuer un stage et j'imagine surtout de trouver aussi un stage au sein d'une institution de l'Union européenne? Non, parce qu'il y a des parcours, il y a des aides à la mobilité. Alors là, il faut aller voir sur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site PassGouv, Euh, non? je sais Alors, pas, ça me dit vaguement quelque chose, mais je vais vous très donner. vaguement. Attendez, je vais essayer de voir. Allez, PassGouv, étudiant. Alors, attendez. Et alors là, vous avez un onglet diplomatie, etc. Vous devez remplir un formulaire qui est particulier pour répondre aux offres. Alors, voilà, je vous le mets ici. Attendez, je vous le mets là. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Et là, vous avez, en diplomatie, vous avez pas mal de stages qui sont actualisés. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce site. C'est un Oui. site officiel. Et donc, il y a beaucoup de stages aussi qui sont proposés. Et vous devez remplir un formulaire, et notamment dans les ambassades, etc., ou au sein d'institutions. Je ne sais plus, mais j'ai vu Maeva qui me parlait de Tokyo. J'ai vu passer Tokyo. Et effectivement, par exemple, au niveau de Tokyo, il y a beaucoup. Ouais. C'était justement sur la question, est-ce que vous pensez qu'il y a des débouchés alors c'était plutôt sur la filière droit des affaires ou arbitrage justement à Tokyo. Oui, à Tokyo, oui, bien sûr. Mais alors, moi-même, à l'UCI, en fait, je sais plus, quand vous tapez UCI, arbitre, on voit, il y a des Japonais, de mémoire, en tout cas, lors de mon premier mandat, il y avait une Japonaise. Mais c'est un milieu qui est assez confidentiel parce que c'est lié aussi à l'état d'esprit. Et au Japon, la discrétion en tout cas, est de mise. Donc, il y a des arbitrages, mais ce sont des arbitrages propres à certains secteurs. Il n'y a pas de structure qui chapeaute l'ensemble au Japon. Mais en tout cas, je sais pas si Maeva est encore là, si elle peut nous dire un peu plus sur son projet, je pourrais la renseigner plus en avant. Si elle peut intervenir, Maeva, parce que j'ai vu Maeva. Non. Bon, Je elle est plus regarde. là. Elle a l'air plus là. Si a priori elle a l'air d'être là. D'accord.
À ce moment-là, on va passer à notre question. Puis Maëva, si tu Bien souhaites sûr, intervenir un peu plus tard, n'hésite pas, hein, surtout, n'hésitez pas à intervenir. On est aussi pour avoir l'interaction, c'est très bien aussi comme ça. bien sûr. Je vais parler d'autre chose. Je cherche Je des vais questions. juste vous Ah, reposer une question au vas-y. passage. Oui, Solène. Pour être arbitre, il faut être avocat, en fait, avoir le CRFPA ou pas? Alors, Est-ce que c'est une obligation? en fait, tout dépend. Tout dépend des structures. Par exemple, pour la NAM, il faut avoir un U au moins, ne pas forcément être en exercice. Il faut avoir eu le titre d'avocat. Il faut avoir eu ou avoir le titre d'avocat. Ok, donc vaut mieux qu'on passe le CRFPA rapidement, au moins c'est fait. Et Oui, on et l'a. puis pas toujours, hein, pas toujours. Il faut, par exemple, pour l'UCI, il n'y a pas besoin d'être avocat. Ok, Tout dépend d'accord. des statuts, en fait, tout dépend les dispositions statutaires qui régissent l'instance arbitrale en cause. Ok, et du coup, si on veut faire un stage ensuite, enfin, que ce soit enfin, que ce soit par rapport au CRFPA ou avant, il vaut mieux que ce soit quelque chose de spécialisé en fait, plutôt que de l'arbitrage forcément dans un cabinet. Non, il y a des cabinets où l'arbitrage est une pratique courante. Par exemple, Sherman Sterling, où était Emmanuel Gaillard, est un cabinet très, très réputé en arbitrage. Il y a des structures, notamment bien souvent anglo-saxonnes, qui sont très réputées en arbitrage. Je veux dire, l'arbitrage, c'est véritablement l'apanage, d'un point de vue des professionnels, pour rebondir un petit peu sur Maëva, l'apanage des structures anglo-saxonnes, des gros cabinets anglo-saxons, le Big Five. Ok, merci. Après, il y a des cabinets, attention, il y a des cabinets d'avocats qui sont très compétents dans certains domaines. Par exemple, si vous voulez vous spécialiser en droit maritime, il y a des cabinets provinciaux, notamment l'arbitrage droit maritime, qui sont très, très bons en droit maritime. Je pense à Favarel à Marseille, par exemple, qui est quand même une notoriété. Le cabinet Favarel en droit maritime, vous voyez? Donc, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des spécialisations de pointe dans tel ou tel domaine. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que vous expliquez, Solène, c'est de passer par une structure anglo-saxonne. Le vice est qu'après, c'est que bien souvent, ces structures ne veulent que des étudiants qui sont passés par des écoles de commerce. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, l'idée de faire un Master 1 puis un Master 2 de droit et de le coupler avec une année d'équivalence dans un Master équivalent d'un Master 2. Alors là, j'ai eu le cas d'étudiants à HEC, j'en ai 3 qui sont allés en HEC après avoir fait un Master droit des affaires, notamment un sur Aix-en-Provence, il s'appelle Florian. Brandelon, Florian, il y a un petit moment. Donc, c'est possible. Mais il vaut mieux finir votre cursus jusqu'au Master 2 en droit et après envisager une année. Alors, bien souvent, elles sont chères ces années. Mais le jeu peut parfois en valoir la chandelle. Ok, oui, c'est les M2 en fait qu'on fait après l'obtention du M2, Exactement. parcours Exactement. HEC, etc. Voilà, il y a HEC. Donc, c'est un peu Ok. cher, mais il y a de bons retours quand même. Il y a de bons retours. Il y a l'ESSEC, il y a l'EDEC, il y en a d'autres. Oui, 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 il y en a plein qui proposent ça. Il y en a même qui proposent à la sortie du M1. Mais c'est mieux. Enfin, ça a l'air d'être mieux quand même de l'intégrer en M2, Alors après, c'est enfin, de vrai faire que un deuxième M2. j'allais dire avant, quand ils ont ouvert ces structures, ces parcours en fait alternatifs, pour rebondir sur ce que dit Nadine à la fin, là, elle a raison. C'est-à-dire qu'avant, il y avait moins de candidats et donc ils avaient tendance à avoir des critères un peu plus souples d'admission. Et maintenant, il y a eu de plus en plus de candidats. Et automatiquement, une fois qu'il y a de plus en plus de candidats, les critères sont un peu plus précis, sont un peu plus contraignants. Et donc, ça peut poser des problèmes d'accès. C'est pour ça que si vous en avez conscience dès maintenant, il faut essayer, si vous avez un niveau un peu moyen, de coupler avec des stages. Donc, autant que faire se peut avec des stages, de manière à rendre votre CV un peu attractif. Ou des stages, ou avec une certification en anglais. La certification en anglais, elle peut très bien compenser un niveau moyen ou l'absence de cursus en droit commercial. Un niveau, comment rebondir? Un stage, j'allais dire, d'été dans une structure anglo-saxonne, ou pourquoi pas à l'étranger, plus une certification en anglais, ça peut venir véritablement
compenser un CV un peu moyen. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu formaté aussi, je pense, parfois sur voilà, ce qui est un bon CV, ce qui n'est pas un bon CV, il faut faire tel stage de préférence. Alors qu'en fait, il y a effectivement des certifications qui peuvent très bien aussi apporter beaucoup en fait, au profil et parfois peut-être même plus que certains stages au final. Oui, alors je vois que j'ai beaucoup de questions sur le CRFPA. Il y en a deux, trois, peut-être Ouais, on effectivement, va j'allais peut-être y y venir. répondre. Ah, super. Bon, alors j'ai vu qu'on me demande comment préparer le CRFPA au mieux. Ouais. Alors le CRFPA, c'est une épreuve assez longue et il faut avoir conscience des coefficients. Il faut avoir conscience des coefficients, c'est-à-dire qu'il faut absolument maîtriser la note de synthèse et l'épreuve de droit des obligations. Alors, c'est des entraînements que je donne sur tout un semestre, mais je vais essayer de résumer. Et si jamais je ne suis pas assez clair, on pourra développer, mais ça peut être très long, le mode de préparation CRFPA. J'allais dire la note de synthèse. La note de synthèse, il faut véritablement, pour la première épreuve, donc la note de synthèse, il faut véritablement maîtriser le formalisme de la note de synthèse. Pour ce qui me concerne, je corrige la note de synthèse, les notes de synthèse, depuis à peu près 15 ans maintenant. Et j'ai même fait le sujet de la note de synthèse les 3 dernières années à Aix avant que l'examen soit national. Donc, il faut vraiment s'entraîner pour la note de synthèse et respecter le formalisme. Je veux dire qu'il faut s'entraîner sur les feuilles officielles. La note de synthèse doit faire une feuille double et un recto. Si vous dépassez ce volume, vous risquez d'être sanctionné. Et si vous dépassez ce volume en citant des documents, vous risquez d'être d'autant plus sanctionné. Donc, c'est une feuille double, un recto, une légère introduction, même si on vous dit que vous pouvez très bien ne pas faire une introduction qui doit faire le recto de la première feuille, où vous allez citer 2-3 documents. Maintenant, vous avez la chance. Vous avez une chance incroyable, c'est que la thématique est indiquée. Avant, la thématique n'était pas forcément indiquée, selon les IEJ. Vous avez la thématique qui est indiquée. Donc, quand vous allez poser l'intro, vous allez mettre la thématique sous forme interrogative. Et vous finissez par l'annonce de plan. Donc, tout ça, ça doit tenir à peu près maximum sur le premier recto. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre les développements. C'est-à-dire qu'il faut que votre note de synthèse soit achevée. Non seulement qu'elle soit achevée, mais qu'il y ait un équilibre entre le grand 1 et le grand 2 et un équilibre entre les sous-parties. Équilibre dans le volume et équilibre dans les documents exploités. Tous les documents doivent être exploités au moins une fois. Mais il ne faut pas surexploiter un document. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait un équilibre dans l'utilisation des documents. Si le document 3 revient trop souvent, il y a un problème d'équilibre, donc votre plan, il n'est pas bon. Et une autre astuce, dites-vous que le correcteur, au début, va très vite. Il va très vite. Et donc, il a beaucoup de copies. À la lecture de l'introduction et à la lecture de vos intitulés de parties et de sous-parties, on doit être à même d'avoir une réponse à la thématique qui est clairement posée dans la note de synthèse. Ça, c'est pour les aspects formels. Bien sûr, pas de documents mentionnés dans les titres, pas de documents mentionnés dans les annonces de parties ou de sous-parties. Donc ça, c'est une des règles incroyables. Au niveau de la méthode, vous voulez que je continue sur ça parce que après, je vais partir dans la méthode pure de la note de synthèse, si ça vous dit, mais après, je peux... Les gens, effectivement, vous demandez des conseils globalement, donc je pense que ça a l'air d'intéresser les gens. Après, je ne vais pas trop déborder sur votre temps parce on s'était dit un créneau d'une heure. Non, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne rendez-vous pour faire, avec étudiants en confinement, la méthodologie de la note de synthèse Ouais, et la pourquoi pas. méthodologie du droit des obliques. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne. Enfin, nous, ça nous va totalement hein, de notre côté, il n'y a pas On de peut problème. faire ça et puis on peut prendre, pour exemple, les sujets de l'année dernière et on les fera en live, si ça vous dit. Moi, je trouverai le temps pour faire la note de synthèse et pour Et faire le c'est droit super, des vraiment, obliques. vraiment très, très, très gentil à vous et je pense que c'est une vraiment belle initiative, comme dit Nadine, Alors, de en votre fait, part. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème, au contraire. on mettra le sujet. Si vous n'avez pas le sujet, on mettra les deux sujets et ça donnera lieu à une conférence de méthodologie qui sera toujours mieux que celle qu'on peut trouver dans les prépas et qui sera totalement gratuite. D'accord? Donc, Ouais, bien ce serait évidemment, génial, on ce peut serait faire ça. vraiment, ouais, Donc, vraiment gentil de votre part. le rendez-vous est pris, on peut le faire. Donc, on peut commencer par la note de synthèse et puis on fera après les annales de droit des obliges. Alors, on les donne
l'idée, c'est que vous les puissiez les diffuser un peu avant, de manière à ce que les étudiants puissent se préparer. Et après, en live, on fera le corriger avec les éléments de méthodologie. Ouais, très bien. Bah, du coup, on fixera en off, entre guillemets, un rendez-vous du coup pour voir ça. Et puis, bah, on diffusera comme d'habitude sur nos réseaux sociaux. Parfait, pour donc on que fait les ça. gens- Au moins, on reste dans la thématique orientation et on se met ça de côté parce que vous avez vu, j'étais déjà parti Oui, dans la structure. Donc, voilà. Mais bon. mais c'est vrai que c'est intéressant, donc je n'ose pas toujours trop interrompre, même si ça sort un peu Non, du mais en sujet fait, prévu, parce que c'est intéressant. en fait, ce qui est très important, c'est de vous entraîner et d'avoir la même rigueur. La note de synthèse, les étudiants sont désarçonnés parce qu'ils se disent je ne connais pas le sujet ou je le connais trop bien et donc j'ai peur de mal faire, etc. Et en fait, il faut avoir une rigueur, j'allais dire presque militaire, avoir un séquençage au niveau du temps. Je vais vous donner ma méthode, vous en faites ce que vous voulez, c'est celle que j'utilise et c'est celle que je donne dans les cadres des corrections que je donne à l'IEJ d'Aix-en-Provence. Vous en faites ce que vous voulez, mais l'idée, c'est d'avoir une rigueur. À partir du moment où vous avez une rigueur, vous allez aborder la note de synthèse de la même manière qu'il s'agisse d'une note de synthèse sur, comme l'année dernière, le commerce de l'influence, qu'il s'agisse d'une note de synthèse sur le tabagisme, d'une note de synthèse sur la lutte contre la fraude fiscale. Vous allez les aborder de la même manière et à chaque fois, vous allez avoir des béquilles qui vont vous permettre d'être très fort. Parce que pourquoi? L'idée, c'est que vous avez un amas de documents qui vous arrivent, vous avez une prise de conscience, vous avez une appréhension, et donc on a tendance à mal faire. Et on est encore plus si c'est par exemple des sujets qui ne vous plaisent pas, comme la lutte contre la fraude fiscale. Vous y allez à reculons. Non, si vous avez une méthode, vous avez une maîtrise du temps, vous avez une méthodologie qui est bien appliquée, vous allez faire cette méthode à chaque fois. Et donc, vous allez l'aborder de la même manière. Ça, c'est très important. Et au niveau de la méthodologie, c'est un séquençage. Et l'idée, c'est de prendre des rectos, mais je vous expliquerai ça, de faire des résumés, accorder le même type de résumé pour chaque document, de fonctionner en mots-clés, de résumer tous les documents très rapidement, mais de manière diagonale. Parce qu'une erreur aussi consiste à croire qu'il y a un ordre dans les documents, il n'y a pas d'ordre, et de lire tous les documents qui viennent après à l'aune de ce que vous avez compris du premier et de la thématique. Donc, vous avez déjà une vision resserrée. Et ça, on y viendra. Et par exemple, l'année dernière, la plus grosse des erreurs, c'était de croire que le commerce de l'influence était l'influence. Et la majorité ont fait des tartines sur l'influenceur. Influenceur, dans le corrigé officiel, c'était 3-4 points. Alors que c'était le commerce de l'influence qui pose des problèmes. Vous voyez? C'est différent. Ouais. Ouais, exactement. Il y a aussi le trafic d'influence, etc. Mais tout ça, ça ressortait très bien des documents. Donc, on pourra y revenir à l'occasion. Donc, on peut continuer sur le cursus si vous avez d'autres questions sur le cursus. Alors, ouais, du coup, il y avait trois Alors, est-ce que je questions. conseille, Oui, voilà, vous pouvez répondre à celle-ci. une inscription à l'IEJDEX lors du M1? Je connais beaucoup d'étudiants qui l'ont réussi avec le M1, donc c'est possible. Mais il faut vous dire que le CRFPA, c'est une épreuve de long cours, et que bien souvent, la majorité des candidats, une très grande partie, la réussissent la troisième fois. Donc, ce n'est pas parce que vous réussissez la troisième fois que forcément vous allez être un mauvais avocat ou que. Non, c'est que juste le temps d'assimiler les exercices. Certains réussissent en 2 fois ou en 3 fois. OK? Donc, dès la M1, pourquoi pas? Pourquoi pas si vous vous sentez capable? Sinon attendez le M2. Ok, merci. Et il y a il y a une préparation. En fait, il faut choisir une préparation, c'est ça, quand on s'inscrit Alors, en fait, c'est comme tout pour les prépas, vous pouvez vous inscrire à l'IEJ juste en candidat libre et venir au jour de l'examen, ou vous pouvez préparer la prépa du DESU. Et honnêtement, la prépa, c'est bien, mais il faut faire du travail, il faut travailler à côté. Il faut travailler à côté. Moi, je recommande absolument, si vous voulez que je vous donne le nom d'une prépa, la prépa estivale de Paris 1. La prépa estivale de Paris 1, en question rapport qualité-prix, elle est quand même très bien. Et d'ailleurs, je vous recommande un ouvrage, les ouvrages de Paris 1, de l'IEJ de Paris 1. Ils ont fait toute une collection d'ouvrages, alors je ne sais plus quelle est l'appellation, de préparation au CRFPA, et ils sont de très bonnes factures, et ici encore, ils ne sont pas très chers. Ok, super, merci. Je vous en prie. Alors, il y a Inès qui a levé la main. Oui.
Ah, c'est bon. Oui, Merci. Oui, j'avais une petite remarque, rectifiez-moi si je me trompe, mais il me semble oui, qu'à l'issue du doctorat, il y a aussi une possibilité de passerelle pour être avocat, il me semble, si je ne me trompe pas. exactement. En fait, vous allez directement à l'école d'avocat. Vous allez directement à l'école d'avocat et du coup, vous n'aurez plus que les épreuves d'admission à l'issue de l'école à passer. Alors, il faut savoir que pour l'instant, c'est toujours d'actualité. Le CNB s'est opposé. Il y en a certains qui veulent réformer cette possible passerelle, mais elle est toujours en vigueur. D'accord, Elle merci. est toujours en vigueur actuellement. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait des volontés Et de... effectivement, comme le dit Nadine, à terme, il y aurait aussi peut-être le grand taux à passer. Le grand taux plus la scolarité. Et donc les épreuves finales. D'accord, merci. Je vous en prie. Ah ouais, effectivement, on peut poser cette question. Je voulais la poser un peu plus tard, mais on peut la poser maintenant. Vous avez parlé tout à l'heure de parcours difficiles. Est-ce que vous avez des conseils justement pour ceux qui ont redoublé plusieurs fois et comment on peut faire une force justement de ces redoublements-là sur les L'honnêteté, dossiers? l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut ne pas mentir sur ces accidents de parcours. Et dans ces cas-là, il faudra dire ce que vous avez appris et avoir peut-être une forme d'honnêteté, sans rentrer dans le détail, de dire pourquoi vous avez failli à ce moment-là. Vous pouvez faillir parce que vous ne sentez pas d'attrait pour le droit, parce que pour telle ou telle matière, que vous avez des anicroches avec tel ou tel enseignant ou avec tel ou tel intervenant. Mais il faut faire preuve d'honnêteté. Je pense que dans la lettre de motivation, on peut très bien en faire état. Alors, sans faire un ressenti, et ce n'est pas de la psychologie, mais dire que vous avez pu avoir des accidents de parcours, mais que ça a renforcé votre détermination et que du coup, vous en êtes là où vous en êtes parce que vous avez une force de caractère qui sera être profitable à la structure que vous envisagez d'intégrer, pour la structure que vous envisagez d'intégrer. Mais il faut qu'il y ait une forme d'honnêteté. Alors parfois, on n'arrive pas à voir, parce que ça ne se ressent pas forcément, on ne va pas les calculer les années, etc. Si il peut y avoir une façon plus subtile de présenter le CV, c'est-à-dire de mettre DEA ou je sais pas, voilà, Master 2, de mettre Master 1, et de ne pas forcément mettre les dates, ou de mettre, si c'est un Master 1, Master 2, vous mettez la date du Master 2, on ne va pas calculer s'il y a une année en plus, une année en moins. Mais il faut vous préparer une réponse, dans ce cas-là, à l'oral après. Je pense que tout dire, faire état de toutes vos difficultés, non, mais de les sélectionner les difficultés, d'être prêt à avoir une réponse un peu toute faite, soit à l'écrit que vous exposez brièvement dans la lettre de motivation, soit pour l'oral, où vous allez dire que ceci vous a permis de rebondir ou de vous renforcer dans vos choix, puisque vous avez été mis à l'épreuve dans ce parcours, vous aurez très bien pu faillir ou abandonner ou envisager une réorientation. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que vous vouliez absolument terminer ce parcours et embrasser cette profession. Ok, super. Merci beaucoup. Également une question qui vous a été posée tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà exercé dans un cabinet d'avocat de petite structure, enfin une petite structure? Non, Non, jamais. non, non, non. Jamais malheureusement, jamais. J'ai pu aider des amis en off sur des problématiques quand j'étais pas rattaché à une structure, mais jamais dans des cabinets de petits volumes. Ok, super. Merci beaucoup. Également une question qui nous a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de finir une thèse en 3 années? Oui, oui, et il y en a très souvent ce qu'on appelle les thèses professionnelles. Alors, il faut vous dire que les thèses professionnelles, en fait, c'est pour rejoindre ce que disait Inès et pour rebondir sur les précisions de Nadine. Alors, en fait, les thèses professionnelles sont des thèses qui servaient, des thèses barreaux, on appelle cela. Ce sont des thèses raccourcies en 3 ans sur un sujet plutôt professionnel avec un jury resserré. Et ça nous permet finalement de ne pas avoir à passer les examens d'entrée l'examen d'entrée au CRFPA, d'accès à un centre régional. Il faut savoir que c'est à double tranchant. Parfois, certains y arrivent un peu dans ce volume, mais d'autres n'y arrivent pas. Et la thèse prévue en 3 ans, malheureusement, elle a pu parfois durer le double. Bon, ce n'est plus trop le cas actuellement parce que les écoles doctorales veillent à la durée des thèses.
Très bien. Alors, pour répondre à Nadine, je vois qu'elle me Voilà. dit, est-ce que nous pouvons expliquer les mauvaises notes, en particulier sélection Master 1, qui est importante pour le Master visé? Oui, vous pouvez dire que la note, mais vous pouvez le reformuler autrement, la note ne reflétait pas votre niveau dans le domaine, en la matière, parce que c'est une évaluation à un instant T sur un sujet Y avec un correcteur lambda. Vous voyez, pas lambda, n'appelez pas le correcteur lambda, parce que lambda, c'est assez péjoratif, mais avec un correcteur alpha. D'accord, un correcteur alpha. Et que du coup, cette évaluation, certes nécessaire pour avoir une notation, n'est pas votre niveau. Et que vous vous donnez les moyens pour prouver le contraire. Et que vous espérez avoir les moyens pour prouver le contraire. Vous voyez, parce que parfois, on peut très bien avoir une bonne note, mais la personne peut être une croûte intersidérale, et finalement, elle est tombée sur la seule partie qu'elle avait révisée, c'est possible aussi. Et inversement, on peut très bien avoir une mauvaise note parce que le sujet ne nous convient pas ou qu'on ne l'avait pas révisé tout simplement, il faut en faire état. Et donc, ici encore, l'honnêteté peut payer. Et il faut dire que voilà, c'est une évaluation et que vous n'entendez pas finalement la mettre de côté, la cacher, l'éluder. C'est votre évaluation, elle a été mauvaise, mais votre note, elle a été mauvaise, mais vous estimez que votre niveau n'est pas véritablement mis en valeur par cette évaluation. C'était surtout une méthode mal acquise à cette époque. Alors, vous en faites état. Vous en faites état. Vous en faites état sans renier la note. C'est très important. L'idée de dire j'ai pu me tromper, c'est pas je ne mérite pas cette note. Non, j'ai pu me tromper et puis je vais rebondir. Je vais rebondir parce que j'ai un autre niveau dans cette matière. Et je vous laisse le soin de l'apprécier. Je vous en prie. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on n'a plus de questions qui n'ont pas eu de réponse. N'hésitez pas si vous en avez encore quelques-unes. D'accord. Que conseillez-vous pour trouver un bon ou une bonne directeur ou directrice de thèse, donc qui soit un minimum impliqué dans notre sujet, ou des cabinets d'avocats un petit peu dynamiques? Alors là encore, c'est le relationnel. C'est le réseau que vous allez vous créer parce que malheureusement, euh, il y a beaucoup de déconvenues justement parce que c'est une question aussi de ressenti personnel. C'est-à-dire, c'est votre façon de travailler pour répondre à Inès, c'est votre façon de travailler. Soit vous avez besoin d'être drivé et d'être suivi de manière régulière, voire très fréquente. Dans ces cas-là, il va falloir que le directeur de thèse corresponde. Il y a des directeurs de thèse qui sont plutôt absents. Et si un directeur de thèse a une tendance à être plutôt absent et à vous voir finalement qu'au moment de remplir la feuille d'évaluation pour savoir où vous en êtes, pour vous permettre de poursuivre votre thèse, ça va poser problème. Et il y en a d'autres qui sont très paternalistes. Et dans ces cas-là, il y a des candidats qui sont très autonomes et ça ne correspond pas. J'allais dire, c'est une question d'affinité. C'est comme c'est une relation personnelle. Et donc, il faut véritablement voir si personnellement, les méthodes de travail et la méthode de direction de thèse de tel ou tel vous convient. Et après, en fonction, vous pouvez envisager un rapprochement. Et ça, vous le voyez en discutant avec la personne, de ce fait, vous évoquez les modalités de travail, enfin comment la personne travaille. Non, en fait, vous pouvez le voir quand c'est possible, quand vous pouvez vous rendre au centre de recherche. Ah, d'accord. En allant au centre de recherche, vous allez voir, vous allez pouvoir questionner même le secrétariat, voir combien cette personne a de thèse sous sa direction, de voir comment il travaille, et pourquoi pas d'essayer de vous mettre en contact avec un enseignant ou un avocat qui a pu passer sous sa direction. Et comme ça, vous allez pouvoir vous forger une idée et de voir si la personne que vous projetez pour diriger votre thèse est en adéquation avec votre profil personnel. Et ça, c'est très important parce que, mine de rien, vous entrez dans une relation qui va durer à minima 3 ans. Et donc, si il y a des signaux d'alerte qui disent qu'il y a risque d'incompatibilité, il vaut mieux pas glisser dans cette relation. Vous voyez? Oui. Puis j'ai vu aussi beaucoup de retours de personnes qui malheureusement ça passait pas en fait. Au bout d'un moment, soit il y avait trop de pression, soit au contraire trop de délaissement et du coup. Ouais, voilà. Donc, c'est un équilibre subtil, en fait. C'est vraiment un équilibre instable. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement que vous déblayiez le chemin, le terrain avant. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, en matière d'arbitrage, pour répondre à Nadine, c'est l'anglais, l'espagnol est de plus en plus
privilégier l'espagnol. C'est une langue très appréciée. Et le russe. Malheureusement, le russe, c'est très apprécié. Et le mandarin, le chinois, quoi. Mais le russe est très apprécié. J'avais peut-être juste une question aussi sur Oui. la dimension internationale au niveau des masters. Vous trouvez que c'est une bonne chose, les masters qui sont effectués à l'étranger, dans divers pays, dans le monde entier? Il y en a plusieurs, mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'a priori négatif. Je n'ai pas de retour forcément positif, mais je n'ai pas d'a priori négatif. Ok, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance à dire que du coup, on a une formation peut-être moins complète, que c'est plus facile pour certains masters qui sont dans des langues étrangères, ou alors que c'est des enseignements d'une bonne qualité. Ouais, voilà, souvent, après, tout dépend du niveau aussi. Mais il y a des vous faites allusion au LLM? Non, là, c'est vraiment des masters. Ah non. Après aussi, c'est le prestige de la. Malheureusement, dans les systèmes notamment anglo-saxons, c'est le prestige de l'université de la formation qui va faire la plus-value sur votre CV. Ce n'est pas forcément le contenu des enseignements, c'est vraiment un effet d'affichage de l'université, en tout cas de la faculté que vous envisagez, et pourquoi pas du diplôme que vous espérez. C'est ça aussi. Et C'est les LLM, assez commercial. Oui. juste du coup, les LLM, comme vous en parlez, c'est que j'ai pas pensé, mais ça a intégré en fait après le M1, c'est ça? Pour que ça Ouais, fasse 4 années. exactement. Ouais. Après D'accord. même. Ok. Et on peut les intégrer, en fait, c'est en partenariat avec la fac ou... Certains sont en partenariat avec vos facs d'origine, parce qu'en général, d'autres non. Il faut se renseigner. Dans ce cas-là, il faut aller voir le service de la scolarité, mais scolarité, en fait, partenariat à l'étranger. Ok, oui, parce que Monsieur Mouralis, il avait conseillé ça par rapport à l'arbitrage. Il trouvait que c'était une bonne chose de faire des LLM et il en avait conseillé quelques-uns justement, ou plutôt aux États-Unis. Mais plutôt à Boston. Il y a Boston notamment, où il y a Bâton Rouge aussi. À Bâton Parler de Rouge. Miami, Pardon? il nous a parlé de Miami, lui aussi. Ah bon, je ne connais pas ça aussi. Ouais. Je- Une bonne alternative pour ceux qui ont une maîtrise, j'allais dire, moins aisée de la langue de Shakespeare, c'est véritablement le Canada aussi. Ottawa. Donc ça, c'est plutôt une bonne alternative et ce sont des facs à ses côtés. Ouais. À ses côtés. Et j'ai des exemples de personnes qui sont parties pour faire un LLM, pour faire même un doctorat en co-tutelle et finalement qui y sont restés et qui y enseignent. Ouais, c'est très bien le Canada aussi. C'est très bien. Ouais. Alors, pour revenir à Nadine, elle me dit la sélection est assez rude aussi. Oui, c'est en arbitrage où oui, la sélection est rude, évidemment. Je pense que c'était en LLM, je pense que c'était quand on parlait du LLM. Ah, la LLM, oui. Je crois que c'était au moment où on parlait du LLM, donc je pense que c'était lié à ça. Au Canada, c'était à Ottawa. Alors, il y a Ottawa, et ce qui est une fac qui est très, très bien d'ailleurs, qui est très jolie d'un point de vue d'aspect. Moi, je m'étais rendu pour un colloque, c'est McGill. Oui, elle est McGill. très connue au Elle est Canada. très connue et les productions scientifiques sont de qualité. Et vous ne serez pas dépaysé. Vous risquez d'avoir un peu froid. Oui, j'ai eu l'occasion d'y aller 4 mois justement. Alors, c'était pas du tout dans le cadre d'un LLM, ou c'était dans le cadre d'un semestre Ouais. en 3e année, et à Sherbrooke, la ville où est né Garou, pour l'anecdote. Et effectivement, McGill est très très réputé là-bas. Ottawa également aussi beaucoup. Très réputé, les bâtiments sont Trois-Rivières, magnifiques. Ouais. ouais. Les bâtiments sont magnifiques et donc c'est intéressant. Effectivement. Alors, concernant la co-tutelle, oui. Il faut traiter un sujet qui touche les deux pays aussi. Non, généralement, c'est plutôt une thématique qui est trouvée en accord et parfois même les financements, les thèses en co-tutelle financée, le sujet est déjà fourni clé en main. Il y a beaucoup de thèses aussi qui sont faites au Luxembourg, des recherches de financement ou en Suisse. Ne négligez pas ces pays-là. Donc, quand même, par exemple, le Luxembourg est très dynamique d'un point de vue bancaire, dans le secteur bancaire, financier, dans le secteur du droit des affaires. Et il y a souvent d'ailleurs des offres qui sont passées là-dessus, où ils cherchent des assistants de recherche. Alors souvent, ce sont des doctorants. Donc ça peut être une alternative. Je ne sais plus qui me posait la question du financement de thèse. Alors c'était Inès. Inès me parlait du financement de thèse. Ça peut être une alternative. C'est-à-dire que vous avez votre thèse qui est établie, vous n'avez pas de financement avec votre fac
dans laquelle vous exercez votre thèse, mais en même temps, vous avez à côté la possibilité d'obtenir des financements en ayant des contrats que l'on dirait doctoraux ou d'enseignement, d'allocataires de recherche dans ces universités-là. Et la Suisse ou encore le Luxembourg offrent de très nombreux contrats pour les doctorants ou post-doctoral. Un contrat post-doctoral. Alors, est-ce qu'un semestre ou une année en échange en master est une bonne chose? Oui, ça fait toujours de l'expérience. Ça fait toujours de l'expérience, mais il n'y a pas de validation officielle, donc ça peut être... on peut vous le reprocher. On peut vous reprocher finalement d'avoir cherché des vacances. Voilà. Après, tout dépend le directeur.